On est à quelques jours, là, ça y est, des élections municipales. Vous êtes dans quel état d'esprit? Très serein. Cette chance est historique, il faut la saisir et donc il faut voter utile des premiers tours. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que vous avez fait une réponse de politique. Je suis désolée. Ceux qui veulent voter Sarah Knafo, je pense qu'ils confondent une élection municipale avec une élection présidentielle. En mars maintenant, ça fait donc 18 ans que j'ai l'honneur, la chance d'être élu du 16e arrondissement. J'ai rien à dire à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, selon vous, Rachida Dati est la bonne candidate pour reprendre la mairie de Paris? Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Audrey. Bienvenue sur Twitch, puisque c'est votre première sur Twitch. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce soir, émission spéciale, vous l'avez peut-être remarqué, émission consacrée aux élections municipales, puisque ce sera les 15 et 22 mars prochains, donc ça approche. Vous êtes candidat à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Vous avez annoncé soutenir Rachida Dati. On va parler de tout ça, on va parler aussi de votre parcours. Mais avant cela, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Alors je suis Jérémy Redler, je suis le maire du 16e arrondissement de Paris. Je suis élu du 16e arrondissement depuis maintenant 18 ans. D'accord. Eh ben, c'est super. Écoutez, ce soir, émission, comme d'habitude, où vous pouvez interagir avec nous. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir tout le monde. Émission, on va essayer de faire une émission très pédagogique. On va essayer de comprendre qu'est-ce que fait un maire de ses journées, à part marier des gens. On va essayer de décrypter tout ça. Donc, parler évidemment de la mairie de Paris, parler de l'importance du vote. J'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tous avoir envie d'aller voter. En tout cas, c'est le but. Et donc, je vous le dis comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Et bien, c'est parti, on passe tout de suite à l'interview. Et là, on peut aller s'installer. Allez-y. Bah déjà, première question. On est à quelques jours, là, ça y est, des élections municipales. Vous êtes dans quel état d'esprit? Très serein. D'accord. Très serein, je vais très bien. Je suis en forme, en pleine forme. En plus, il fait beau. Donc ça donne envie de faire du terrain. Et donc je passe mes journées sur le terrain à la rencontre des habitants du 16e. Essayer de les convaincre d'aller voter. Oui, et mobiliser surtout. Ok. Je commence toujours les interviews par le début, par l'enfance, en tout cas savoir d'où vous venez. Donc moi, j'ai vu que vous étiez né à Paris. À quoi ressemblait votre enfance? Alors je suis né à Paris. Pendant les premiers mois de ma vie, je suis né dans le 17e arrondissement. Et je suis très jeune venu dans le 16e arrondissement. Et donc j'ai grandi dans cet arrondissement. J'y ai fait ma scolarité. Et le hasard de la vie, puisqu'on ne choisit évidemment pas ses études universitaires en fonction d'un lieu géographique, mais en principe en fonction de ce que l'on a envie de faire. Mais le hasard de la vie a fait que j'ai fait mes études universitaires à Dauphine, et donc dans le 16e arrondissement. Et je suis très fier de cette belle université au sein du 16e. Et donc je suis diplômé de cette université du 16e. D'accord. Voilà. Et à partir de quand la politique entre dans votre vie? Est-ce que ça vous intéressait déjà très jeune? Alors très jeune, oui, ça m'intéressait, mais j'ai commencé à m'impliquer lorsque Nicolas Sarkozy m'a donné l'envie de m'impliquer en politique. Je crois qu'il a donné l'envie à beaucoup de jeunes, Mhm. en tout cas de jeunes que j'étais à l'époque. Et donc je me suis engagé à ce moment-là, et notamment mon engagement a pris un tournant plus particulier lors de sa candidature à l'élection présidentielle en 2007. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis engagé encore plus en politique, et avant d'être élu moi-même en 2008. Mm. Vous aviez quel âge à peu près à cette période? Alors quand j'ai été élu pour la première fois, je crois que j'avais 24 ans. Ah oui, vous étiez jeune, d'accord. Donc en fait, 24-25 ans, ouais. avant de vous lancer en politique, finalement, vous avez toujours fait ça ou vous avez eu des... Non, 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 j'ai évidemment milité, puisque en politique, il faut s'investir. Alors c'est une chance d'être militant dans un parti politique à Paris, parce que vous côtoyez immédiatement les responsables politiques Mm, plus facilement peut-être que si vous êtes en province, c'est vrai. parce que vous les voyez moins. En même temps, c'est plus dur à Paris, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes, Mm. beaucoup plus de monde, beaucoup plus de personnes qui souhaitent être élues. Donc c'est d'un côté plus facile parce que vous avez accès directement aux responsables politiques nationaux, et en même temps un petit peu plus difficile parce que la place est plus dure
à avoir, puisqu'il y a plus de demandes que vous pourriez avoir peut-être en province ou dans certaines villes en dehors de Paris. Mmh. Et alors votre premier engagement politique, c'était quand? 2008 donc? Alors mon premier engagement politique, il était un petit peu plus tôt que ça. OK. J'ai commencé à m'engager en politique dans le 16e arrondissement, je crois dans les années 2002-2003. Et puis j'ai fait quelques campagnes locales dans le 16e arrondissement avant de m'engager en 2007, début 2007 pour l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, à laquelle j'ai participé activement. Et ensuite, évidemment, au niveau national, j'ai participé à cette élection, mais aussi au niveau local dans le 16e. Et puis en 2008, Claude Goasguen, qui était le tête de liste du 16e arrondissement, qui était le député du 16e arrondissement, m'a proposé d'intégrer sa liste et donc d'être élu. Je ne m'y attendais pas forcément à ce moment-là, parce que c'était le début de mon engagement Ouais. politique. Et donc j'ai été élu grâce à Claude Goasguen en 2008 dans le 16e arrondissement. Et donc aujourd'hui, ça fait, en mars maintenant, ça fait donc 18 ans que j'ai l'honneur, la chance d'être élu du 16e arrondissement. Et vous étiez jeune? Vous étiez prêt à cet âge-là? J'étais jeune, j'étais prêt, je ne sais pas si j'étais prêt, mais en tout cas, j'avais l'envie. Et Claude Goasguen m'a donné ma chance. Et donc, j'ai saisi cette chance. Et j'étais pour le premier mandat, j'étais conseiller municipal. Et ensuite, j'ai essayé de gravir les échelons, mandat après mandat. Je suis devenu adjoint au maire, Mmh. puis premier adjoint au maire, puis conseiller de Paris, avant de devenir le maire du 16e. Et ouais, c'est justement ma question. Qu'est-ce qui change vraiment quand on passe de numéro 2 à numéro 1? Le jour où vous êtes devenu maire du 16e arrondissement, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans votre tête? C'est évidemment un honneur pour moi d'être le maire du 16e, le maire de cet arrondissement qui, de mon point de vue, est le plus bel arrondissement de Paris. Je dis ça évidemment en toute objectivité. Mais donc, c'est évidemment un honneur pour moi. Et c'est forcément un tournant parce que quand vous êtes élu d'un arrondissement depuis 18 ans, vous vous êtes engagé, vous avez donné beaucoup pour cet Ouais. arrondissement au détriment de votre vie personnelle. Et donc, c'est aussi une étape importante de la vie que d'en devenir le maire. Et je vous dis, c'était vraiment, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de servir le 16e arrondissement, de servir ses habitants. Et c'est aussi évidemment une fierté. Et c'est un engagement que je prends avec beaucoup de responsabilité. Mmh. Et alors, il y a une question que bon, on va entrer après dans le sujet de qu'est-ce que fait un maire, de ses journées. J'ai l'impression que c'est assez ça, à quoi servent les maires d'arrondissement de Paris, Marseille, Lyon. Si vous êtes patient, on va en parler, bon, on va en parler à peu près, dans quelques minutes. Puisque c'est vrai que beaucoup de Français, votent, mais en fait ne savent pas vraiment, ce que fait tout simplement un maire. Vous, expliquez avec vos mots à quoi sert, un maire. Alors, à quoi sert un maire? Le maire gère la ville qu'il administre au quotidien, qu'il administre pardon, au quotidien. Et c'est évidemment, alors ça dépend forcément de la taille de la ville. Oui. On ne gère pas pareil un arrondissement comme le 16e arrondissement qui est l'équivalent de la 12e ou 13e ville française avec entre 170 000 et 180 000 habitants, Ah oui. que l'on gère une ville de taille moyenne ou même un village. Bon. Mmh. Mais moi, je considère que le rôle qui est le mien en tant que maire, mon rôle est de défendre les habitants du 16e, d'être leur porte-parole. Alors à Paris, il y a une spécificité, on en parlera peut-être tout à l'heure, Mmh. il y a une spécificité puisqu'il y a une mairie centrale, la mairie de Ouais. Paris, qui est aujourd'hui dirigée par quelqu'un que tout le monde adore, Anne Hidalgo, il y a des mairies d'arrondissement, ce qui fait que contrairement à mes collègues maires de certaines villes, qui sont des maires de plein exercice, mes compétences ne sont pas les mêmes. Et à Paris, les compétences sont partagées entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. Et donc, c'est forcément plus compliqué Ah oui? parce qu'il faut jongler entre les souhaits de la mairie de Paris. Et donc, je dois me battre au quotidien. C'est un combat permanent que je mène pour essayer de préserver le cadre de vie de notre arrondissement contre la mairie de Paris qui essaye, à l'inverse, d'aller à l'encontre de tout ce qui me paraît bien pour le 16e arrondissement. Et donc, la spécificité parisienne fait que vous avez deux échelons, l'échelon parisien et l'échelon d'arrondissement. Voilà. Mais Et c'est-à-dire que pour prendre une décision, je sais pas, peu importe, enfin quelque chose, par exemple, le rond-point du Trocadéro, on en a beaucoup parlé. Quand vous voulez prendre une décision qui concerne votre arrondissement, il faut l'aval, l'accord de la mairie de Paris. alors, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets.
En fait, en réalité, il y a des sujets sur lesquels je suis Libre? totalement libre, mais ils Ouais. sont assez faibles. Il y a, et la majorité des sujets, je donne un avis qui n'est pas forcément suivi par la mairie de Paris. Et à la fin, c'est la mairie de Paris qui décide. Vous citiez l'exemple du Trocadéro. Alors, c'est un exemple qui est un peu plus compliqué parce que c'est aussi un exemple politique. Mmh. Lorsque nous avons eu les Jeux Olympiques et Paralympiques, la maire de Paris a eu l'autorisation de fermer une partie de la place Trocadéro à la circulation. Mais si et seulement si, elle s'engageait à réouvrir cette Ouais. place comme avant à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, nous étions tous d'accord, parce que les Jeux Olympiques étaient une parenthèse enchantée pour le 16e arrondissement et pour toute la Pour tout le France. monde? Et donc, nous étions tous d'accord qu'elle puisse fermer pour avoir ce qu'on appelait à l'époque la TV Tower, pour avoir cette TV Tower place Trocadéro. Seulement, la maire de Paris a décidé de passer en force et s'est dit, c'est une trop belle occasion de ne pas piétoniser Ouais. totalement la place Trocadéro. Et vous savez que l'engagement permanent de la maire de Paris est de faire diminuer la place de la voiture à Paris coûte que Bien coûte. sûr, on va en Et parler. donc, sur cette place Trocadéro, la maire de Paris a décidé de passer en force et de ne pas réouvrir malgré l'obligation qui était la sienne. Et donc, moi, j'ai saisi le préfet de police, qui en l'occurrence était aussi compétent sur la place Trocadéro, parce qu'il y a certains axes à Paris où la maire de Paris n'est pas totalement libre, notamment les axes importants ou les axes où il y a des enjeux stratégiques. Et ça dépend de qui? Alors, en l'occurrence, pour la place Trocadéro, il y a une double compétence qui est celle de la ville de Paris et celle du préfet de police. Et donc, elle D'accord. ne peut pas faire sans le préfet de police. Et donc, le préfet de police, à qui j'ai évidemment demandé la réouverture, Mmh. m'a aidé, a répondu favorablement à l'ensemble de mes demandes. Mais moi, si j'ai demandé la réouverture de la place Trocadéro, je ne l'ai pas fait par dogmatisme, comme fait la mairie de Paris. Moi, je l'ai fait par pragmatisme parce que je considérais, et je me bats quand je considère qu'un projet est mauvais pour mon arrondissement, est mauvais pour les habitants. Et en l'occurrence, la place Trocadéro avait totalement congestionné l'ensemble du 16e, mais plus largement l'ensemble de l'ouest parisien, et créait même un danger. Parce que vous le savez, en matière de secours, notamment en matière de vie humaine, chaque seconde compte. Et au Trocadéro, vous aviez les secours qui étaient totalement bloqués. Et donc, je suis Ouais. intervenu auprès du préfet de police et j'ai demandé qu'il oblige la maire de Paris à réouvrir. Alors, au début, elle n'a pas voulu. Elle a voulu rester telle qu'elle, elle n'a Mmh. pas voulu. Donc, le préfet de police, ensuite, après lui avoir demandé et après son refus, l'a mise en demeure. Elle n'a quand même pas voulu. Elle voulait vraiment passer en force et il a fallu que le préfet de police la menace de réquisitionner le personnel de la ville pour le remettre en l'état. Et là, donc, elle a remis en état cette place. C'est un combat qui a duré près d'un an, mais je suis très content parce que d'abord, je m'étais engagé auprès des habitants du 16e. Je m'étais engagé à me battre jusqu'au bout pour faire réouvrir cette place Mmh. Trocadéro. Et je suis content d'avoir gagné ce combat. Alors, je ne l'ai pas gagné seul, encore une fois. Oui. Parle du préfet de police, Laurent Nunez, qui m'a beaucoup aidé, mais aussi les associations de commerçants, de riverains, tous ceux qui se sont battus avec moi. Mais je suis content de l'avoir fait parce que je pense que le projet était mauvais pour le 16e arrondissement. Et en plus, je vais vous dire, c'est aussi une fierté quand même pour le 16e arrondissement parce qu'on nous impose tellement de choses par la mairie de Paris au quotidien, que pour une fois, on a gagné un combat et on a gagné un combat politique. Et ce n'est pas tous les jours que l'on gagne. Ouais. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul combat qu'un maire d'arrondissement a gagné contre la maire de Paris. Et donc, je suis content qu'aujourd'hui, on puisse circuler place du Trocadéro. Mais pour autant, vous savez, moi, je ne suis pas dogmatique. C'est-à-dire que je n'oppose pas les uns aux autres comme font la mairie de Paris. C'est-à-dire que je ne suis pas contre le vélo, pour la Mmh. voiture ou l'inverse. Je souhaite juste une bonne cohabitation de tous les usages. Les personnes qui doivent prendre leur voiture parce qu'elles n'ont pas le choix doivent pouvoir prendre leur voiture. Pour autant, beaucoup de gens font du vélo et ils ont bien raison. Il faut aussi que les cyclistes puissent faire du vélo en Bien toute sûr. sécurité. Donc cette place Trocadéro, elle a été réouverte à la circulation, ce qui permet évidemment de fluidifier. Mais pour autant, contrairement à ce qu'il y avait avant, on a réouvert, donc les voitures circulent librement, Ouais. mais on a créé une piste cyclable. Donc finalement, on est mieux qu'avant, en tout cas pour les cyclistes. OK. Et alors pour revenir sur votre quotidien, sur votre rôle de mère, est-ce qu'il y a une journée type d'ailleurs? Je pense pas trop. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de journée type. Et d'ailleurs, même si je voulais créer une journée type, elle ne pourrait pas avoir lieu parce que vous avez des événements toute la journée. Il se passe toujours quelque chose, surtout dans un arrondissement comme le 16e. Il y a Oui. toujours quelque chose qui n'était pas prévu. Et dans mon agenda, même si je commence une journée en me disant cette journée va être plus light, plus simple, plus cool, elle ne l'est jamais parce que vous pouvez avoir un accident, un incendie, un problème dans une école. Et donc, le quotidien du maire est évidemment de réagir très vite Mmh. pour protéger ses habitants. Et donc, il n'y a pas de journée type. Évidemment, il y a des choses symboliques.
Vous parliez tout à l'heure très justement de la célébration des mariages. Je pense que c'est le plus beau moment de la vie d'un élu. Et si demain, je devais arrêter mon mandat, la chose dont je me souviendrai le plus Ah, est évidemment la célébration des mariages. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est très symbolique. C'est comme un avocat qui va plaider pour la première fois. Et puis, c'est aussi, vous êtes dans la vie des gens. mmh. Vous êtes dans la vie et la vie intime des gens. Donc, finalement, vous rentrez dans la vie des gens Célébrer et l'un des plus beaux l'un jours des de plus leur beaux vie. moments de leur vie. Et donc, les gens s'en souviennent et il ne m'arrive pas une journée sans croiser des gens dans la rue qui me disent: «Monsieur le maire, vous nous avez mariés», etc. Et donc, ça, c'est des moments de bonheur. C'est souvent ce que je dis, une parenthèse enchantée dans la vie quotidienne d'un élu, parce que la vie d'un élu, c'est évidemment pas facile, mais c'est le plus beau moment, c'est effectivement la célébration des mariages. Mais il ne peut pas y avoir de journée type, ça n'existe pas, parce que même si je voulais créer cette journée type, elle serait forcément différente de celle que Chamboulé. j'ai voulu créer le matin. Voilà. C'est à quelle fréquence les mariages? Par semaine, par exemple? Vous célébrez combien de mariages? Alors nous, on a à peu près, à la mairie du 16e, on a à peu près 1000 mariages par an, ce qui est beaucoup. Ce qui est Ouais, beaucoup. On est une des mairies qui célèbre le plus de mariages à Paris. D'abord parce que le 16e se marie, parce tant qu'on mieux. est dans un bel arrondissement, parce qu'on a une belle mairie. Moi, je ne célèbre pas des mariages tous les jours, puisque je ne fais pas de permanence comme font mes adjoints, mais Mmh. je célèbre des mariages lorsqu'on me demande de célébrer un mariage. Et évidemment, comme c'est toujours un plaisir de célébrer un mariage, quand des personnes me demandent de célébrer un mariage, je réponds toujours positivement, évidemment, si mon agenda le permet. Et comment se passe la vie, comment vous faites pour, allier vie perso, vie professionnelle? C'était une question d'Alban. Alors, Alban, c'est très compliqué d'allier vie personnelle et vie professionnelle, et encore plus dans cette période Oui, chargée, des périodes de campagne, puisque évidemment, il y a une troisième vie qui se crée, parce que vous devez, en plus de gérer la mairie, puisque je suis le maire du 16e et je dois continuer à gérer le quotidien des habitants du 16e, et c'est bien normal, en plus de cette vie-là, je dois faire campagne. Alors, il n'y a pas un gros chamboulement dans ma vie parce que je suis un élu de terrain, un mmh, élu proche des habitants, et je suis d'ailleurs reconnu comme cela, comme un maire de proximité. Et donc, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire aller à la rencontre des habitants. Évidemment, je l'intensifie en ce moment puisqu'on est en période de campagne, et comme je le disais, en plus il fait beau, donc c'est sympathique de se promener dans les rues du 16e. Mais donc oui, c'est pas évident, mmh. c'est pas facile de concilier vie personnelle et vie professionnelle, mais comme je le dis souvent, l'engagement politique, c'est un engagement qu'il faut prendre, mais qu'il faut prendre avec sérieux, et il faut avoir conscience, quand on s'engage en politique, que c'est forcément un petit peu, voire beaucoup, au Ouais. détriment de sa vie personnelle, puisqu'en réalité, on donne sa vie personnelle pour les autres, et donc on fait ça pour le bien des autres. Et donc forcément, quand je fais ma tournée des kermesses d'école, que je fais 42 kermesses en 2 week-ends, Waouh! forcément, c'est moins de temps pour être en famille. Avec vos propres enfants. Exactement. Et donc vous qui vous promenez beaucoup, dans le 16e, quelles sont les demandes les plus fréquentes, des habitants du 16e arrondissement? Alors, je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'être maire du 16e, parce que d'abord, les habitants du 16e sont très sympas. Ils vous arrêtent dans la rue, ils vous disent: «Merci monsieur le maire, on est avec vous, c'est sympa, merci pour ce que vous faites». Donc on a globalement des habitants du 16e qui sont très sympathiques. Mais effectivement, chacun voit midi à sa porte, et c'est bien normal. Et donc ils viennent me voir pour me parler des problématiques qu'ils ont en bas de chez eux. Ouais. Et donc il y a des problématiques plus générales dont tout le monde parle, la propreté, la sécurité, on y reviendra peut-être, Mmh. qui sont 2 enjeux très importants de cette campagne municipale. Et il y a aussi le quotidien de chacun. Là, en venant, j'avais au téléphone quelqu'un qui m'appelait parce que il y a plus de lumière dans sa rue. Bah, ça, c'est aussi ça le rôle d'un maire. Alors, pas l'ensemble des habitants du 16e n'ont mon numéro de portable. En l'occurrence, cette personne que je connais bien a mon numéro de portable, et donc m'a appelé en me disant: «Voilà, j'ai plus de lumière dans ma rue, est-ce que vous pouvez intervenir, monsieur le maire?» Et donc évidemment, j'ai immédiatement prévenu le prestataire pour que l'on Ah puisse, oui. voilà. C'est ça le quotidien du maire aussi, mais c'est le quotidien du maire parce que je le veux, parce que j'ai envie d'être un maire et de rester un maire de proximité comme je l'étais avant d'être maire, et donc de répondre à l'ensemble des habitants quand ils m'écrivent. Je suis souvent saisi sur les réseaux sociaux. On a des groupes Facebook de quartier, Mmh. etc. Et j'ai pris pour habitude, avant même d'être maire, de répondre sur ces groupes. Et donc forcément, j'essaye de rester proche des habitants du 16e. J'essaye pas, d'ailleurs, je reste proche des habitants du 16e. Et donc forcément, vous voyez un exemple concret, en venant chez vous, j'ai eu un appel pour un problème de lumière dans une Ouais. rue. Voilà, il peut y avoir un problème de lumière dans une rue, comme il peut y avoir un problème de propreté, de sécurité
Oui, Ou ça peut être plus ou moins important, ça plus peut ou être moins plus ou moins grave. important. Et puis, vous avez aussi des problématiques bien plus importantes. On peut être réveillé à 2 heures du matin parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un attentat. Oh. Voilà, c'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé quelques jours après avoir été élu maire du 16e. Je crois que c'était le premier dîner que je faisais après mon élection. C'était plusieurs jours, voire plusieurs semaines après mon élection. C'était le premier dîner que je me suis accordé Mmh. un samedi soir pour prendre un petit peu de temps Pour avec vous? mes proches. Et je me suis accordé ce moment. Et à peine le plat arrivé, j'ai eu un appel du préfet de police m'informant d'un attentat au couteau dans le 16e arrondissement. On s'en souvient peut-être, c'était Mmh. près du pont Birakem. Donc évidemment, je me suis immédiatement rendu sur place avec le préfet de police Laurent Nunez, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et donc voilà, mon premier dîner tranquille un samedi soir s'est terminé dans le 16e arrondissement suite à un attentat. Donc c'est ça aussi, Mmh. c'est que la vie de maire est imprévisible. Voilà. Oui, vous êtes Et dans l'obligation d'agir. on est dans l'obligation d'agir et c'est bien normal. Et puis, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas maire du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. On est maire tout le temps, en permanence. Et que je sois à mon bureau ou dans la rue, en costume cravate ou en jean basket le week-end avec mes enfants, je suis le Ouais. maire et donc les personnes viennent me voir. Et alors être maire dans le 16e, c'est vrai que voilà, vous l'avez évoqué, j'allais dire que ça reste quand même un beau rôle, ça reste quand même sympa, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai fait mes recherches, il y a quand même la 68 communes, petites communes, qui se retrouvent sans candidat pour les élections municipales. Comment vous expliquez que dans certaines communes, eh ben, on ne trouve pas de maire, personne ne veut y aller, personne n'a envie d'aller à la mairie? Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, on en parlait il y a quelques minutes. Effectivement, maire du 16e, c'est très sympa, mais c'est quand même très difficile. Comme maire de n'importe quelle ville, c'est un engagement permanent au service des habitants. Et encore une fois, vous mettez votre vie personnelle Mmh. de côté pour cet engagement au service des autres. Et puis, dans une petite commune, le maire, c'est le couteau suisse. Mmh. C'est l'homme à tout faire ou la femme à tout faire. C'est-à-dire que moi, je vous parlais de la lumière dans la rue, mais quand vous êtes maire d'une petite commune, le maire est appelé à 3 heures du matin parce qu'il y a une fuite d'eau chez quelqu'un. Et donc, et les moyens ne sont pas les mêmes. Moi, je vous disais que j'ai peu de compétences et peu de moyens par rapport à une mairie de plein exercice qui aurait 180 000 habitants, c'est sûr, mais j'ai quand même plus de moyens qu'un village ou une petite commune. Évidemment. Et donc, j'ai les services derrière, j'ai des équipes, etc. Et donc, forcément, je crois que, et je comprends ceux qui arrêtent, d'abord parce que, encore une fois, c'est très dur. C'est un engagement permanent pendant les 6 ans de mandat. Donc peut-être qu'on a envie aussi de reprendre un peu de temps pour soi. Ensuite, et on l'a vu dans l'actualité ces dernières années, les maires sont quand même de plus en plus menacés. On le Oui. voit, on en a parlé récemment, mais les maires sont de plus en plus menacés, parfois même personnellement. Ils reçoivent des menaces personnelles, ce qui m'arrive Ah aussi. oui, ce que j'allais vous Ce qui m'arrive, demander. alors évidemment, je pense que ça arrive moins dans le 16e arrondissement qu'ailleurs, mais ça arrive aussi. Il y a des personnes dans la rue qui peuvent faire des menaces ou sur les réseaux sociaux. On parle souvent des réseaux sociaux. En fonction des prises de position qui sont les miennes, je peux recevoir des menaces, ça m'arrive. Mais il faut les assumer. Et puis, je pense que il y a au bout d'un moment une usure au bout de plusieurs années et les personnes ont envie de faire autre chose. On en parlait. Quand vous vous êtes fait agresser physiquement, ce qui n'est pas mon cas Ouais. heureusement, mais je pense par exemple à mon ami Vincent Jeanbrun, qui est le ministre du Logement, qui s'était fait agresser comme maire de La Haye-les-Roses. Sa famille avait été poursuivie chez elle, etc. Bon, je comprends qu'on ait envie de passer Bien sûr. à autre chose. Voilà. Donc, en l'occurrence, lui n'est pas passé à autre chose, mais je Ouais. comprends qu'on ait envie de passer à autre chose et de préserver aussi sa vie personnelle, mais aussi de préserver peut-être ses proches, parce que on expose ses proches autant que nous-mêmes. Ouais, vos enfants et cetera. C'est une question de Dundada. Combien gagne un maire par mois? Alors, ça dépend de la taille de la ville. Ouais. Ça dépend du nombre d'habitants. C'est sur Internet, hein, vous pouvez trouver. Il y a rien de, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a rien de secret. C'est sur Internet. En fonction de la taille de la ville, l'indemnité est plus ou moins importante. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas des milliers des cents. Encore une fois, ça dépend de la taille de la ville. Les maires de petites communes ne gagnent pas grand-chose, alors que pourtant, ils ont un travail qui peut être parfois plus Ouais. prenant qu'une grande commune parce qu'ils n'ont pas de moyens derrière. Et à Paris,
la maire de Paris, ou le maire de Paris, mais en l'occurrence la maire de Paris, a une indemnité donc, au niveau du nombre d'habitants, qui est donc au maximum de ce qu'elle peut avoir. Et les maires d'arrondissement ont tous la même indemnité, peu importe le nombre d'habitants, mais qui est donc équivalent à une ville moyenne française. Mais vous savez, une fois, j'étais dans la rue, et pas très loin d'ici d'ailleurs, et on me disait, c'était il y a quelques années, et on me disait, à l'époque, j'étais pas le maire d'ailleurs, j'étais adjoint au maire, et on me dit oui, de toute façon, vous les politiques, vous gagnez trop et vous foutez rien. Bon, c'est quelqu'un de très énervé et qui, a priori, n'était pas de mon bord politique, et qui n'était pas non plus du 16e d'ailleurs. Et je lui ai dit, moi j'ai discuté avec cette personne, j'aime bien discuter avec les gens, et je lui ai dit, est-ce que vous saviez combien Combien je gagne un gagne? adjoint au maire d'arrondissement? Elle me dit, ah, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Je lui dis, bah, je ne sais pas si je gagne beaucoup trop, mais sachez qu'un adjoint au maire d'arrondissement gagne à peu près 1 100 € par mois, avec des astreintes de nuit, des permanences, des mariages, la sécurité, etc. Et la dame me répond, c'est pas vrai, vous mentez. Je lui dis, donc, bah, écoutez, on va regarder ensemble sur Google, et donc je lui ai montré, et après elle s'est excusée. Elle m'a dit, je ne savais pas, moi je pensais que les politiques gagnaient tous 10 000 € par mois. Je lui ai dit, non, malheureusement, les politiques ne gagnent pas tous 10 000 € par mois, et c'est un engagement personnel. Et si les politiques voulaient gagner plus d'argent, ils seraient dans le privé, et là, c'est un don de soi. On fait un don de soi. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'on ne fait pas ça pour l'argent, et on fait évidemment ça pour l'intérêt général des habitants de notre arrondissement. Vous êtes tout de même un peu plus de 1 000 €, 1 500 € par Oui, mois? je suis un peu plus de 1 000 € parce que je suis plus adjoint, mais jusqu'au moment où j'étais adjoint, j'avais une indemnité d'adjoint, et donc je suis effectivement un peu plus, mais encore une fois, ce n'est pas des sommes mirobolantes. Et beh, beaucoup de maires d'ailleurs de plus petites communes sont obligés d'avoir un autre métier à côté. Alors peut-être pas que pour, l'argent, mais Non, alors ça aussi c'est assez courant. il y a il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a évidemment pour l'argent, parce que comme je le disais, en fonction des communes, en fonction de la taille et en fonction de l'endroit où vous exercez, vous ne pouvez pas forcément vivre de votre Ouais. indemnité. Et ensuite aussi parce que je pense que en fonction de ce que vous faites, c'est bien de garder un métier. Parce que qu'est-ce que vous faites au lendemain de votre élection si vous perdez une élection? Et c'est d'ailleurs malheureusement parfois le cas. Des hommes politiques arrêtent la politique parce qu'ils souhaitent arrêter, ou parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils perdent une élection, et se retrouvent sans indemnité, sans argent, etc. Et donc je pense que c'est bien aussi de garder un pied dans le monde de l'entreprise. Mmh. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que vous avez fait une réponse de politique. Je suis désolée. Sur laquelle de Bah, réponse? je pense que sur, combien, gagnez-vous? Mais j'ai fait la réponse. Alors, je n'ai pas fait de réponse de politique, puisque, encore une fois, c'est totalement transparent. Alors, je ne sais pas qui m'a dit ça, la réponse de politique, C'est mais Jacques Crolla alors, apparemment. Jacques Rollat, il vous suffit d'aller tout de suite sur Google, de taper indemnité des maires, et Voilà. vous verrez effectivement, en fonction du nombre d'habitants, vous verrez exactement l'indemnité de tous les maires en fonction de la taille des villes, et vous verrez qu'il n'y a rien de secret. Bon. On va entrer dans le vif du sujet puisque, Allons-y. les élections municipales, approchent, je le disais. Déjà, quelle est, cette, nouveauté qui concerne Paris, Lyon et Marseille pour, les élections municipales? Il y a une nouvelle réforme. Exactement. Alors, il y a un nouveau mode de scrutin qui est donc pour la première fois lors de ces prochaines élections qui ont lieu la semaine prochaine, le 15 et 22 mars Ouais. prochain. C'est ce qu'on appelle la réforme de la loi PLM. Aujourd'hui, les électeurs parisiens voteront 2 fois. Une première fois, ils rentreront dans le bureau de vote, ils voteront une première fois pour leur maire d'arrondissement, puis ensuite, dans le même bureau de vote, au même moment, Mmh. ils changeront juste de table et ils voteront pour le maire de Paris. C'est évidemment un tournant dans l'histoire politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les habitants ne votaient pas pour la mairie de Paris. Ouais. Jusqu'à présent, ils ne votaient que pour les mairies d'arrondissement. Et c'est au sein des mairies d'arrondissement que certains élus de la mairie d'arrondissement siégeaient au Conseil de Paris, ce qui est donc le cas aujourd'hui, siégeaient au Conseil de Paris et allaient élire là ou le maire de Paris. Et donc forcément, les habitants étaient plus loin de cette élection, ne votaient que pour leur mairie d'arrondissement. Et c'est ensuite au sein des mairies d'arrondissement qu'on envoyait certains élus au Conseil de Paris pour voter. Et donc ça a un intérêt, d'abord ça rapproche évidemment Bien les sûr. habitants, les Parisiens, du vote de leur maire de Paris. Ils choisiront eux-mêmes Mmh. qui sera le prochain maire de Paris. Et puis,
je pense que c'est aussi très important parce que ça permet d'avoir deux scrutins qui sont séparés. Donc c'est bien plus clair. Ça rapproche d'abord les habitants et ça permet d'avoir deux scrutins. Et puis surtout, et c'est aussi très important, jusqu'à présent, notamment par exemple les habitants du 16e se disaient, bon écoutez, une voix de plus dans le 16e, c'est pas très grave. De toutes les façons, le 16e, on le gagnera Ouais. et restera à droite. Donc que j'aille voter ou pas, ça ne changera rien. Aujourd'hui, ça change tout. Parce qu'une voix d'un habitant du 16e est équivalente à une voix d'un habitant du 18e, du 19e, du 12e ou du 14e. Et donc, une voix est une voix. C'est une voix d'un Parisien. Et donc, toute voix gagnée dans l'ouest parisien pour la droite, par exemple, dans le 16e arrondissement, Mm. est une voix de plus qui sera comptabilisée pour élire là où le maire de Paris. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, vous voterez deux fois. Vous rentrez dans votre bureau de vote. Vous commencerez toujours par voter pour votre maire d'arrondissement. L'arrondissement. Puis, dans le même endroit, vous irez voter pour votre maire de Paris. Alors, c'est un sujet important parce que je pense que les habitants n'ont pas encore conscience de ça, n'ont pas encore bien compris qu'il y aura deux votes. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de l'expliquer. Mm. Et ce qui est important aussi d'expliquer, c'est qu'il y a une prime majoritaire celui qui arrive en tête. Si par exemple, au second tour, vous avez 4 candidats qui sont en lice au second tour, Mm. et que par exemple, le premier candidat fait 30%, le deuxième fait 29%, et tous les autres candidats derrière font 15, 15, et par exemple, vous auriez une majorité de voix de droite, ça ne s'additionne pas. Celui qui arrive en tête récupère automatiquement ce qu'on appelle la prime majoritaire, et donc il prend 25% des sièges automatiquement. Et donc, pour vous donner un exemple concret, moi, ça ne vous aura pas échappé, ce n'est pas un secret, je soutiens la candidature de Rachida Dati à Paris. Si par exemple, Emmanuel Grégoire, le candidat de gauche, fait 30%, que Rachida Dati fait 29,9%, et que derrière, vous avez que des candidats de droite, que l'addition de tout ça fait 60% des candidats de droite, c'est quand même Emmanuel Grégoire qui remportera l'élection mairie de Paris parce qu'il gagnera automatiquement, il remportera 25% des sièges. Et puis après, les 75% restants se répartiront avec le premier. Et donc, le premier arrivera toujours en tête. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que ça veut dire que parfois, les Parisiens pensent que les voix peuvent s'additionner et se disent bah, c'est pas grave, j'éparpille mes voix et je vais voter, certains vont voter Dati, d'autres vont voter pour d'autres candidats et ils se retrouveront ensemble après. C'est pas possible. Celui qui arrive en tête gagne forcément la mairie de Paris, même s'il est minoritaire en nombre de voix. Et donc c'est pour ça qu'il faut voter utile dès le premier tour. Moi je le dis pour ma paroisse, évidemment pour moi dans le 16e, mais plus globalement pour Paris, il faut voter utile dès le premier tour, il ne faut pas disperser les voix. Et moi qui soutiens Rachida Dati, je le dis, dès le 15 mars, il faut voter pour Rachida Dati dès le premier tour pour éviter la dispersion des voix. Sinon, la dispersion des voix fera que la gauche sera encore au pouvoir à la mairie de Paris et j'ose pas vous expliquer ce que ça donnera. Il y a ce cas de figure et il y en a un autre que moi j'entends aussi beaucoup de personnes qui disent parce qu'ils la soutiennent, ils l'apprécient, je vais voter Sarah Knafo au premier tour, puisque de toute façon elle passera pas au second, et au second je vais me rabattre entre guillemets sur Rachida Dati. Là aussi, selon vous, c'est une erreur du coup de faire ça? Alors moi je pense que c'est une erreur politique. Vous l'avez dit vous-même, elle ne gagnera pas. Voilà. Donc, C'est pas moi qui le dis, mais non, c'est les sondages. c'est les sondages qui le disent et c'est ce que disent les habitants d'ailleurs. Hein. Ouais. Ils disent elle a Oui, ils aucune le savent. chance, et ils le savent, elle a aucune chance de gagner la mairie de Paris, elle a aucune chance de gagner la mairie du 16e. Et donc, ils le disent, on votera effectivement, certains disent on votera au premier tour puis on verra au second tour. Mais je pense que c'est une erreur pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour gagner une élection, il faut avoir une dynamique. Mm. Si vous n'avez pas cette dynamique, vous ne gagnez pas une élection. Je connais personne qui fait 20% au premier tour, se retrouve à plus de 50 au second. Ça n'arrive pas. Donc il faut avoir une dynamique. Et donc c'est important que Rachida Dati ait cette dynamique dès le premier tour pour montrer à quel point il y a une envie de rassemblement et de victoire. Et si on veut que Rachida Dati, en tout cas si on veut que la gauche ne soit plus au pouvoir et donc que la droite gagne, il faut voter utile dès le premier tour. Et en dispersant les voix vers Sarah Knafo, comme vous dites, on ne vote pas utile, on disperse les voix et donc on enlève cette dynamique à Rachida Dati et donc on enlève la chance que l'on a, qui est historique. Hein. Honnêtement, je pense qu'il n'y a jamais eu une chance aussi importante de gagner la mairie de Paris. Cette chance est historique, et il faut la saisir et donc il faut voter utile dès le premier tour et il ne faut pas éparpiller les voix. Ceux qui veulent voter Sarah Knafo, je pense qu'ils confondent une élection municipale avec une élection présidentielle. On n'est pas sur une élection présidentielle, mais une élection locale. Il faut juste s'imaginer avec la personne pour laquelle vous voulez voter, il faut s'imaginer, si vous l'imaginez comme maire de votre arrondissement ou maire de Paris. Voilà le sujet. Et pourquoi ne pas être stratégique et faire une alliance avec Sarah Knafo dès maintenant?
C'est aussi une question de Jacques Rollin. Alors d'abord, je comprends la question de Jacques Rolla. Il n'y a pas d'alliance possible avant le premier tour. Ça n'existe pas. Ouais. Sinon vous n'êtes pas candidat. Et donc vous avez, tout le monde a intérêt aujourd'hui à être candidat au premier tour. Et sauf erreur de ma part, personne ne souhaite une alliance avant le premier tour. Est-ce que, pourquoi alors, on parlait de Rachida Dati, pourquoi selon vous Rachida Dati est la bonne candidate pour reprendre, la mairie de Paris? Alors, pour plusieurs raisons, pour plein de raisons. C'est la bonne candidate, d'abord parce que c'est celle qui a le plus de chances de gagner. Vous parliez de sondage et aujourd'hui, si on veut reprendre la Ouais. mairie de Paris, il faut, se concentrer sur celle qui a le plus de chances. Mais surtout, c'est celle qui a le projet, le mieux ficelé, qui a les équipes les plus compétentes, et qui a, l'envie et qui a travaillé pour. Vous savez, Rachida Dati en 2020, quand nous avons perdu l'élection 2020, je soutenais déjà Rachida Dati à cette époque, elle aurait pu passer à autre chose. Elle a passé 6 ans à travailler dans l'opposition, à travailler les dossiers et à défendre les Parisiens. Et donc, forcément, elle a aujourd'hui une expertise Mmh. qui est encore plus importante qu'elle n'avait en 2020. Je rappelle que Rachida Dati est maire d'arrondissement, donc elle connaît bien les problèmes parisiens. Elle est maire d'arrondissement depuis 2008. Elle est élue aussi, comme moi, depuis 18 ans à Paris. Et donc, elle connaît bien les problématiques qui sont les problématiques des Parisiens. Et elle est entourée aujourd'hui d'une équipe solide, de beaucoup de maires d'arrondissement qui la soutiennent, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. Vous parliez tout à l'heure de Sarah Knafo. Sarah Knafo a autour d'elle aucun élu expérimenté. Mmh. Aucun élu tout court d'ailleurs, mais aucun élu expérimenté. Elle n'a pas d'élu, elle n'a pas de maire d'arrondissement. Et aujourd'hui, si on veut être concret, il faut que le projet soit concret et soit solide. Et Rachida Dati est celle qui a le meilleur projet, la meilleure équipe autour d'elle, puisque c'est des personnes qui sont déjà élues et donc qui connaissent ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Et elle en a l'envie, et elle a travaillé pour ça depuis des dizaines d'années, et notamment pendant ces 6 dernières années où elle était la chef de l'opposition à la mairie de Paris. Elle a travaillé dur, et donc elle connaît et elle sait ce que l'on peut faire, et elle a déjà d'ailleurs une feuille de route pour dès le lendemain d'élection, avec des choses qui sont applicables et qu'elle peut mettre en place, et pas uniquement un programme marketing, comme c'est le cas de certains ou certaines autres candidats. Et pour revenir en un mot sur, le bilan, de la gauche, parce que ça fait 20 ans que Paris est dirigé, par la gauche. J'ai quelques chiffres, parce que c'est assez effrayant. Paris classée, 5e ville touristique la plus sale du monde. La mairie de Paris, on le sait, qui mène une politique pour réduire la place de la voiture, là, avec des zones à trafic limité, des pistes cyclables, des transformations de rues. Bon, les Parisiens, savent de quoi je parle. Est-ce que pour vous, Paris, du coup, je connais déjà un peu votre réponse, mais est une ville, mal gérée? Oui, aujourd'hui, c'est une ville mal gérée. Paris est une très grande ville, et je pense qu'elle a besoin aussi, et les Parisiens ont besoin d'une personne compétente à la tête de cette ville. Paris est une ville mal gérée, et aussi la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que Paris est géré par dogmatisme. Mmh. Et on en parlait tout à l'heure, c'est exactement l'opposé de ce que je fais et de ce que l'on fait à droite. Il faut travailler par pragmatisme. Il faut mener des projets que l'on considère qui sont bons, ou il faut s'opposer à des projets quand on considère qu'ils sont mauvais. Et on ne doit pas faire les choses par dogmatisme. Et c'est exactement ce que fait la mairie de Paris. Et le problème de la mairie de Paris aujourd'hui, de la maire de Paris, c'est qu'elle est liée dans une alliance où personne ne s'entend, où chacun a un projet différent. Et donc elle veut faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir à tout le monde. Et vous parliez tout à l'heure de réduire la place de la voiture, c'est exactement ça. C'est uniquement du dogmatisme. Moi, je ne cherche pas à réduire la place de la voiture, je cherche à faire en sorte qu'il y ait une bonne cohabitation de tous les usages. Ceux qui veulent faire du vélo peuvent faire du vélo, ceux qui ont besoin de prendre leur voiture, et c'est bien normal, et il y en a, doivent pouvoir prendre leur voiture. Les piétons doivent être évidemment en toute sécurité sur l'espace public. Et donc, il faut travailler intelligemment pour que chacun puisse avoir sa place dans l'espace public. Et il faut arrêter de opposer les uns aux autres. Il faut que Paris soit une ville unie, et une ville dans laquelle on se sent bien et on a envie de vivre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous donniez des chiffres qui sont effectivement alarmants, et on a des gros sujets de propreté, de sécurité. Et tant que la maire de Paris actuelle, bon, qui s'en va, ne comprend pas ce que veulent les Parisiens, et apparemment elle ne le comprend pas, et la gauche parisienne ne comprend pas ce que veulent les Parisiens, Mmh. tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut donner plus de compétences aux mairies d'arrondissement, qu'il faut que ce soit les maires d'arrondissement qui gèrent la propreté. Ce n'est pas normal que la propreté soit gérée du haut de l'hôtel de ville. Qui plus à même qu'un maire d'arrondissement de savoir quelle rue ou quel quartier est plus sale?
Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune compétence en matière de propreté. Je ne peux pas recruter, je ne peux pas acheter du matériel, je ne peux rien faire. Donc, je ne peux pas faire améliorer les choses sans avoir les compétences. Et la maire de Paris ne veut pas faire ça. Elle fonctionne par dogmatisme. Et voilà le résultat. Le résultat aujourd'hui, c'est que Paris, qui est censée être la plus belle ville du monde, qui est une ville lumière, n'est malheureusement plus enviée au niveau international. Donc, propreté, tout ce qui est problème, lié, à la circulation, mais aussi le problème d'insécurité. Les Parisiens, ont raison aujourd'hui d'avoir, peur pour leur sécurité dans les rues de Paris? D'abord, par définition, le sentiment des Parisiens est toujours légitime. Le sentiment de quelqu'un est légitime. On ne peut pas s'opposer à un sentiment de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, les Parisiens ressentent une insécurité permanente et ils ont bien raison. Alors, euh, c'est pareil. C'est aussi par dogmatisme de la ville de Paris. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a une police municipale. La maire de Paris et la gauche étaient opposés à la création de cette police municipale. Elle a finalement décidé de le faire à l'issue de la dernière élection municipale parce elle en a été un peu contrainte, mais elle n'a pu exister que par le vote de l'opposition de droite. Aujourd'hui, la maire de Paris n'avait même pas de majorité pour faire voter sa police municipale puisque Ouais. ses alliés ne voulaient pas de police municipale. Et donc, grâce au vote de la droite parisienne, dirigée par Rachida Dati, il y a aujourd'hui une police municipale à Paris. Mais cette police municipale, toujours pas dogmatisme, n'est pas armée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une police municipale dans la première ville de France, la capitale de la France, qui n'est pas armée, c'est ingérable. Même pour eux d'ailleurs, pour les agents de la police municipale. Ils ont marqué police dans leur dos, ils sont autant des cibles que la police nationale. Et donc aujourd'hui, il faut une police municipale armée, il faut recruter beaucoup plus. On est une des villes qui a le moins d'agents de police municipale, aussi parce que d'abord il n'y a pas de recrutement, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à recruter parce qu'on n'est pas attractif. Ouais. Il faut armer la police municipale, il faut augmenter la vidéoprotection et il faut un travail de concertation, notamment entre la police nationale et la police municipale. Alors moi, dans le 16e arrondissement, j'ai essayé à mon petit niveau, sans les compétences qui sont les miennes, parce que la sécurité n'est pas une compétence des maires d'arrondissement, mais j'ai essayé quand même de me battre. Et j'ai obtenu beaucoup de choses, hein, je dois le dire, et je dois remercier le préfet de police de l'époque, Laurent Nunez, qui a répondu favorablement à l'ensemble de mes demandes. Et j'ai obtenu beaucoup de choses, notamment un nombre de caméras, une augmentation du nombre de caméras assez significative. On est un des arrondissements, pour ne pas dire l'arrondissement, je crois, qui a le plus de caméras à Paris. On avait les Jeux Olympiques en 2024 Mmh. et donc on avait des sites olympiques importants, internationaux. Et donc on a eu une augmentation significative du nombre de caméras, ce qui permet d'avoir un maillage assez important dans le 16e arrondissement et dans le Bois de Boulogne. Évidemment, j'en demande encore plus parce que je veux plus de sécurité, plus de caméras. Et j'ai obtenu aussi beaucoup d'améliorations dans le Bois de Boulogne. Je le dis, je l'annonce d'ailleurs ce soir. Nous avons obtenu l'installation des gendarmes de la garde républicaine qui vont élire domicile dans le Bois de Boulogne à partir de l'année prochaine. Nous avons trouvé des locaux, nous avons réussi à faire financer les travaux et donc vous aurez les gendarmes de la garde républicaine qui seront de manière permanente Ah, c'est super. dans le Bois de Boulogne, ce qui permettra évidemment de faire des rondes et patrouilles beaucoup plus appuyées et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'aujourd'hui ils doivent Jour et venir nuit? jour et nuit évidemment et aujourd'hui ils viennent du centre de Paris, ils mettent des chevaux dans un camion, 1 heure aller, 1 heure retour, évidemment c'est pas très efficace. Et donc, vous aurez, à partir de l'année prochaine, un commissariat, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que ce n'est pas un commissariat au sens propre, le public ne pourra pas y Mmh. aller. Mais en tout cas, il y aura un lieu de Un vie, point un de point de la garde républicaine avec les gendarmes qui dormiront sur place. Et donc, c'est un vrai, voilà, ils vont élire domicile dès l'année prochaine au sein du Bois de Boulogne. Et je pense que c'est important. Ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis battu, que j'ai obtenu, comme l'augmentation du nombre de caméras, comme l'augmentation du nombre de patrouilles de la BAC dans le Bois de Boulogne. Voilà, le Bois de Boulogne, c'est un poumon vert du 16e arrondissement qui n'est mmh. pas fréquenté d'ailleurs que par le 16e arrondissement, hein, qui est fréquenté évidemment par l'ensemble des Parisiens et des Franciliens. Donc voilà, quand on se bat, on y arrive. Vous voyez, c'est un peu comme le Trocadéro. Je me suis battu, j'ai réussi à le faire réouvrir. Là, je me suis battu pour la sécurité, ce n'est pas ma compétence. J'en demande évidemment beaucoup plus, mais quand on se bat, on y arrive. Et voilà les résultats qui ont été les miens, notamment dans le 16e. Alors c'est pas forcément, de votre ressort, mais quelqu'un parle du prix du stationnement. C'est vrai que c'est une vraie problématique pour les Parisiens. Donc là, quelqu'un parle de raquettes, même pour les 2 roues. Déjà qui gère ça, le stationnement à Paris? Puisqu'il a beaucoup augmenté. Alors, le stationnement, c'est un vrai racket, vous avez bien raison.
Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est un vrai racket. Le stationnement à Paris a augmenté considérablement Ouais. ces dernières années. Pareil, toujours pareil. On est toujours sur la même histoire, du dogmatisme. Pour faire plaisir aux écologistes, il faut payer plus, augmenter, notamment augmenter pour les SUV, ce qu'on appelle les SUV, mais c'est un abus de langage en réalité parce que les SUV d'aujourd'hui, ce n'est pas des gros 4x4 polluants. Les SUV d'aujourd'hui, c'est les anciennes Renault Espace, c'est des voitures familiales. Oui, on est très Les vite familles, considéré on est comme très vite considérés comme poids SUV. lourd, Et enfin. d'ailleurs, moi, je me suis battu sur ce sujet parce que la maire de Paris avait mis euh, les voitures hybrides dans les mêmes catégories que les voitures essence. On a pendant des années et des années incité les particuliers à s'équiper en voiture hybride. Et Ouais. une fois qu'ils se sont équipés pour beaucoup en voiture hybride, qui ont payé cette voiture plus cher Plus que cher, la bien plus normale, cher. on leur explique finalement que le tarif du stationnement sera équivalent à celui d'une voiture essence. Et donc, je me suis battu et j'ai obtenu gain de cause d'ailleurs, puisque les voitures hybrides maintenant sont classées dans le même niveau que les voitures électriques par rapport au nombre, au poids et au nombre de tonnes. Et pareil dans le Bois de Boulogne, la mairie de Paris, toujours par dogmatisme, a voulu imposer le stationnement payant dans le Bois de Boulogne. Alors je me suis battu, je n'ai pas réussi à m'y opposer parce que c'était un projet qu'elle voulait et notamment c'était je crois une demande des écologistes. En revanche, toujours dans l'intérêt des habitants du 16e de Paris et de ceux qui fréquentent le Bois de Boulogne, je me suis battu sur le tarif. Et j'ai obtenu un tarif très préférentiel pour le Bois de Boulogne, d'1 € de l'heure, donc qui est un tarif quand même beaucoup plus symbolique, Ah oui. parce qu'aujourd'hui, la mairie de Paris a voulu qu'il y ait le stationnement payant dans le Bois de Boulogne. Je n'ai pas réussi à m'opposer sur ce sujet, mais en échange, je me suis battu pour qu'il y ait un tarif préférentiel pour les usagers du bois. Et je trouve que c'est normal parce que les usagers du bois, c'est des familles qui viennent dans le Bois de Boulogne. Ce n'est pas que des gens du 16e, c'est des Parisiens qui n'ont pas d'autre choix pour certains que de prendre la voiture. Il n'y a pas de transport en commun pour venir dans le Non. Bois de Boulogne ou quasiment pas. Et donc, je trouve que les familles parisiennes, du 16e et plus globalement franciliennes ne doivent pas être pénalisées. Donc, je me suis battu et j'ai obtenu gain de cause avec un tarif préférentiel d'1 € de l'heure, Mm. qui est évidemment un tarif beaucoup plus symbolique que le tarif qui était évoqué par la mairie de Paris. Concernant aussi les berges, c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, les quais de Seine, etc. Est-ce que dans le projet de Madame Dati, c'est quelque chose qui va bouger, qui va évoluer? Totalement, c'est quelque chose qui va évoluer parce que, en fait, avec Madame Dati, on veut rendre Paris aux Parisiens. Et donc, on veut, comme je le disais tout à l'heure, une bonne cohabitation de tous les usages. Et donc, on veut réouvrir et refluidifier l'espace public. À l'image de ce que j'ai fait au Trocadéro, on va faire ça dans tous les endroits où l'on considère que c'est important de le faire. Et je pense notamment à une rue qui est très symbolique, que vous avez peut-être tous en tête, la rue de Rivoli, qui est fermée à la circulation. Et un des premiers projets qui sera mis en place dès le 22 mars, dès la victoire de Rachida Dati à Paris, c'est la réouverture de la place de la rue de Rivoli, on l'a dit, et Rachida Dati l'a dit. Et donc, elle réouvrira la rue de Rivoli aux voitures entre Bastille et la Concorde, ce qui Je trouve permettra ça, d'avoir un axe toute la rue. Évidemment, on laissera une piste cyclable, on laissera toutes les voies de circulation, mais on va réouvrir la rue de Rivoli parce qu'aujourd'hui, la maire de Paris ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'elle a fait, évidemment en termes de circulation et de bouchons, mais pas que, en termes de vie économique. Aujourd'hui, tous les commerces qui sont aux alentours ne vivent plus. Certains ont mis la clé sous la porte. Et donc, il faut redonner un peu de vie à Paris. Il faut arrêter de faire croire que Paris est qu'une ville-musée. C'est aussi une ville attractive économiquement et qui a besoin de vivre. Et donc, voilà, la première chose que l'on fera dès le lendemain de notre élection, le 22 mars prochain, c'est la réouverture de la rue de Rivoli entre Bastille et Concorde. c'est déjà une bonne chose. Avant, Avant de j'espère. faire ça sur le reste. Et pour revenir sur concrètement votre projet pour le 16e arrondissement, si vous pouvez résumer votre programme, voilà, vos 3 priorités. Alors, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, je veux continuer à être le maire que je suis, toujours avec une proximité avec les habitants. Je veux rester un maire proche des habitants, être à leur écoute, continuer à me battre pour eux, continuer à être leur porte-parole et à les défendre au quotidien. Et mes 2 priorités, mes 3 priorités, sont celles qui sont déjà les miennes aujourd'hui. D'abord, je considère que ma priorité est de faire en sorte que les familles se sentent bien dans le 16e arrondissement. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui viennent habiter le 16e arrondissement pour son côté attractif. Ouais. Alors, il y a évidemment le côté attractif qui est dû notamment aux établissements scolaires. On a la chance dans le 16e arrondissement d'avoir des établissements scolaires d'excellence, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi le côté attractif qui est dû
au cadre de vie que nous avons dans le 16e arrondissement. Donc moi, et c'est le cas déjà aujourd'hui, les familles sont une priorité de ma mandature. Elles étaient déjà une priorité, elles continueront à le rester et on a organisé à la mairie du 16e énormément d'événements tournés toujours vers les familles du 16e et vers les enfants du 16e. Je ne vais pas vous citer les exemples, mais il y a énormément d'événements qui sont organisés quasiment toutes les semaines pour les familles du 16e arrondissement. Et je vous parlais tout à l'heure, on a beaucoup de chance d'avoir des établissements, des équipements sportifs internationaux dans le 16e arrondissement, que ce soit le Parc des Princes, Roland-Garros, Jean Bouin, qui accueille le PSG, le PFC, etc., et le Stade français. Et donc, on a cette chance. Et ces équipements sportifs ne doivent pas être que des nuisances pour les riverains. Ils doivent aussi servir pour les habitants du 16e. Et moi, j'ai fait des partenariats avec l'ensemble de ces clubs afin que les habitants du 16e puissent en profiter et notamment les familles du 16e. Et donc, on emmène plusieurs enfants, plusieurs familles dans les matchs de foot, voir les matchs de foot à Roland-Garros, etc. Et donc, les familles sont une priorité de ma mandature. Ensuite, Donc pour la famille, c'est ma priorité. Et pour la prochaine mandature, évidemment, je veux améliorer et continuer à améliorer la sécurité et la propreté, qui sont, je pense, les deux souhaits principaux des Parisiens, et même d'ailleurs, je crois même plus globalement des Français, notamment la sécurité. Donc, je veux continuer à me battre comme je l'ai fait pour améliorer la sécurité dans le 16e arrondissement. Et la propreté, c'est très simple. Si on gagne la mairie de Paris, Rachida Dati a dit, les pouvoirs de propreté iront au maire d'arrondissement. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas embaucher, je ne peux pas acheter de matériel. Je pourrais le faire demain et je continuerai à me battre pour le faire. Je considère qu'il faut que je récupère les pouvoirs de propreté et je veux notamment créer, et c'est dans le programme de Rachida Dati, une brigade d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui serait à la main des maires d'arrondissement et qui permettrait, lorsque vous m'appelez pour me dire j'ai un problème dans ma rue, c'est pas pour nettoyer la rue en entier, mais j'ai un problème dans ma rue, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux envoyer immédiatement cette brigade d'urgence qui viendrait ramasser une poubelle ou nettoyer quelque chose qui aurait été détérioré. Donc moi, c'est mon ambition, c'est de faire en sorte d'être encore plus proche des habitants, de continuer ce projet pour les familles et d'améliorer la propreté et la sécurité dans le 16e. Je vous dis, il y a l'amour et les preuves d'amour. J'ai prouvé aux habitants du 16e que je suis là pour eux et je continuerai à l'être et à me battre pour eux. Alors face à vous, plusieurs, candidats, donc Sarah Knafo, on en a parlé, du parti Reconquête, Geneviève, Garrigos, Union de la gauche, Emmanuel Hoffmann pour la majorité présidentielle. Qui est aujourd'hui votre adversaire, principal? Oh, je n'ai pas d'adversaire, j'ai que des concurrents. Je n'ai pas d'adversaire. Écoutez, moi, je suis le maire sortant. Je suis très confiant. Je passe ma vie sur le terrain à la rencontre des Eux habitants. aussi, non? Et Vous les croisez pas? je les croise peu, mais en tout cas, où je les croise peu, où je les croise pour certains très récemment. Mais donc, moi, je suis très confiant. Je n'ai pas d'adversaire, j'ai des concurrents. Ça fait vivre le débat démocratique. Je suis très content. Ça permet aussi à certains et certaines de découvrir le 16e arrondissement. Je suis content pour eux. Et honnêtement, c'est une campagne qui est très digne. Tout se passe très très bien dans le 16e. On a une campagne très Ouais. digne. Et moi, comme je vous le disais, vous savez, je suis en campagne permanente tout au long de ma mandature parce que je passe ma vie à aller à la rencontre des habitants, à aller à la rencontre des familles, à être sur le terrain. Donc, je fais que continuer à faire cela. Et je suis certain que les habitants du 16e s'en rendent bien compte et voteront bien le 15 mars prochain. Mmh. Et donc là, pour le 16e arrondissement, j'ai bien compris, mais pour la mairie de Paris, il y a quand même la candidature d'Emmanuel, Grégoire, donc qui est l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui est candidat à la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à Emmanuel, Grégoire? Mais écoutez, Emmanuel Grégoire, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Anne Mmh. Hidalgo. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même politique, c'est les mêmes personnes. Donc vous reprenez les mêmes et on recommence. Ouais. J'ai envie presque même de dire, c'est pire. Parce que quand vous voyez la liste d'Emmanuel Grégoire aujourd'hui, les élus qui y sont, notamment certains élus d'extrême gauche qui sont sur la liste d'Emmanuel Grégoire, sont bien pires que ce que l'on a aujourd'hui. Donc le risque que l'on a aujourd'hui, c'est de se retrouver avec une mairie de Paris de gauche ou bien pire que ce que l'on a aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que beaucoup de Parisiens veulent du changement, en ont déjà marre de ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils pourraient avoir pire si Ouais. Emmanuel Grégoire est élu. Emmanuel Grégoire a été le premier adjoint pendant des années d'Anne Hidalgo. Il a soutenu sa politique et aujourd'hui sur sa liste, il y a une grande majorité des adjoints actuels d'Anne Hidalgo. Je pense à David Béliard, on parlait tout à l'heure des problèmes de stationnement, de prix du stationnement. On parlait des voies fermées à la circulation.
Tout ça, c'est la politique de David Béliard. David Béliard est actuellement adjoint à la maire de Paris. Il est sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Si Emmanuel Grégoire est élu, vous aurez David Béliard, premier adjoint au maire de Paris. Yann Brossat, on parlait aussi tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un parlait sur le fil, sur le chat, quelqu'un parlait des problèmes de logement et notamment sur l'avenue Foch. Voilà, Yann Brossat a été adjoint au maire chargé du logement. Donc vous savez, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Si aujourd'hui Emmanuel Grégoire est élu maire de Paris, c'est Anne Hidalgo en pire. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au petit jeu de fin, le tu préfères. Donc, le but, c'est voilà, de répondre vite sans réfléchir. Je lance le jingle et on y va. Et je vais vous tutoyer pour le tu préfères. Juste pour le tu préfères. Si vous m'autorisez. Alors, est-ce que tu préfères un mariage très solennel ou très festif? Très festif. Ah, c'est vrai, vous êtes préféré. Bon. Un mariage avec 10 invités ou 200 invités? 200 invités. Ah oui, ok. Mais pour moi-même ou pour le célébrer? Non, pour le célébrer. Ah, pour le célébrer, c'est sympa. Et on a beaucoup de chance dans le 16e, on a beaucoup de gros mariages. Et c'est très sympathique parce qu'il y a de l'ambiance, il y a une bonne ambiance. Et ce qui montre que le mariage civil n'est pas qu'une simple formalité. C'est le moment où les personnes prennent un réel engagement. Et donc, j'aime bien quand il y a beaucoup de gros mariages et beaucoup de monde parce qu'il y a une bonne ambiance. Est-ce que tu préfères rester maire ou devenir ministre? Je préfère rester maire. Débattre Vous voyez avec que je n'ai pas hésité longtemps. Oui, oui, bon, après, est-ce que tu préfères débattre avec Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon? Anne Hidalgo. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire à Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est l'extrême et il n'y a même pas de débat à avoir parce que je pense qu'il est en dehors de l'arc républicain. Et donc, moi, je pense qu'on n'a rien à faire avec ces personnes. Est-ce que tu préfères le bureau ou le terrain? Le terrain. Forcément. Et le métro ou le vélo? Le vélo. Ah, d'accord. Vous prenez le métro quand même? Je prends le métro, mais j'aime bien le vélo. D'accord. Prenez le métro. Est-ce que je peux vous demander, comme Sarah Knafo a eu du mal à répondre, le prix du pass Navigo? Maintenant, de toute façon, je pense que vous êtes je pense tous qu'on rodés. connaît tous le prix du métro, du pass Navigo. Mais alors, ce qui est très drôle d'ailleurs dans la réponse de Sarah Knafo, c'est qu'elle a essayé de se rattraper. Et je pense qu'il vaut mieux dire on ne connaît pas, parce qu'elle a essayé de se rattraper. Au début, elle a dit non, c'était pas par an, c'était par mois. Et puis après, elle a dit ah non, mais j'ai oublié, il y avait la part patronale. Donc voilà. Mais bon, je pense que quand on est candidat à la mairie de Paris, il faut quand même connaître certains prix, et notamment celui-là. Et puis, je pense que c'est bien de connaître quelques joueurs du PSG aussi. Et donc, le pass Navigo mensuel? 90. Très bien, bravo. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demandait, c'est une bonne question, laquelle? Est-ce que je l'ai loupé? Celle de Juliane Lévy. Bon, je ne sais pas. Où est Juliane Lévy? Je ne sais pas. Il y a eu pas mal de questions et après, je ne les vois plus une fois qu'elles ont défilé. J'ai vu le maire du 16e n'a pas trop à s'en faire dans le 16e. Oui, oui. Il veut piétoniser l'avenue Foch. C'est pas moi, ça, c'est la gauche. Ouais, c'était ça. Ça, c'est quand on parlait. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez des vélos gourmets dans Paris? Des vélos gourmets? Ah, je pense que c'est les vélos. Vous savez, les vélos, des vélos où on peut faire des crêpes, des gaufres, mais qui peuvent bouger en fonction des. Ouais. Mais écoutez, dans les zones touristiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Juliane, Si sa c'est réponse. réglementé, et que c'est effectivement bien contrôlé, bien réglementé, pourquoi pas? Et donc, question finale, pourquoi les Français doivent aller voter là, les 15 et 22 mars? Parce que c'est un enjeu important, parce que les élections municipales sont les élections dont les Français sont le plus proches. Il y a eu d'ailleurs des sondages qui disaient que la personnalité préférée des Français, c'est leur maire, c'est ceux dont ils se sentent le plus proches. Et puis, vous savez, dans ce monde un peu compliqué, aussi bien en France qu'au niveau international, malheureusement, depuis quelques jours, on a vu que le monde n'est pas très stable. La stabilité dans la vie du quotidien, la stabilité dans la politique, c'est les maires. Les maires, eux, incarnent la stabilité au quotidien et donc c'est un peu les garants de cette stabilité. Donc je pense que c'est important de voter pour les élections municipales pour que vous puissiez, chers Français, chers Parisiens, chers habitants du 16e, garder cette stabilité et garder vos maires. Pour vous, c'est l'élection la plus importante? Disons que c'est la plus importante parce que c'est celle qui est la plus proche des habitants. Parce que c'est ce que les habitants voient en sortant de chez eux. C'est concret. C'est concret. L'élection présidentielle, c'est évidemment important. Il faut qu'on choisisse bien son président de la République. Mais c'est beaucoup moins concret, c'est beaucoup moins proche des habitants. Je pense que les habitants du 16e ou d'ailleurs sont plus impactés dans leur quotidien par le choix de leur maire qu'ils ne le sont
dans leur quotidien, je dis bien, par le choix de leur président de la République ou de leurs députés ou de leurs sénateurs ou de leurs conseillers départementaux ou régionaux. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais oublié de la poser cette question parce que c'est intéressant aussi, parfois les gens ne savent pas la différence, de manière très, pédagogique entre législative, présidentielle, municipale. Alors c'est évidemment difficile à expliquer en C'est 2 très secondes, difficile. Mais, mais bon, surtout qu'on avait déjà conclu. Mais je la trouvais effectivement, importante ça cette, n'a évidemment rien à voir. L'élection présidentielle vous permet donc d'élire le président de la République. Une fois que vous faites l'élection du président de la République, le président de la République pour gouverner a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. On a bien vu d'ailleurs, que ces dernières années, le président de la République actuel avait du mal à avoir une majorité, ouais. ce qui est rare, mais ce qui est arrivé, au dernier président de la République. Il n'a pas de majorité, donc ça c'est pour ça qu'il y a des élections législatives et donc on vote pour élire son député dans sa circonscription qui permet d'avoir ou pas une majorité et là on comprend bien qu'il n'y a pas de vraie majorité. Et ensuite, vous avez l'échelon la plus locale, l'élection municipale qui permet d'élire son maire et je pense effectivement, comme on le disait, que c'est l'élection la plus Mmh. importante, en tout cas me concernant, en toute objectivité, je pense que c'est celle la plus importante. Et bah, merci beaucoup monsieur le maire. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance, Merci. et bien sûr, n'oubliez pas, d'aller, voter donc dimanche prochain, les 15 et 22 mars. Très bonne soirée à vous. Merci en tout cas d'avoir, suivi ce live. Comme d'habitude, le replay sera disponible, sur YouTube. J'essaierai de le publier le plus vite possible. On va essayer dès demain. Sera aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. Gros bisous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.